Pergaud. La guerre des boutons. Roman de ma 12e année. Si n'entrez pas, hypocrite, bigot, vieux matagot, marmiteux boursouflé. François Rabelais. À mon ami Edmond Rocher. Préface. Tel qui s'esjouit à lire Rabelais, ce grand et vrai génie français, accueillera, je crois, avec plaisir ce livre qui, malgré son titre, ne s'adresse ni aux petits enfants, ni aux jeunes pucelles. Foin des pudeurs, toutes verbales, d'un temps châtré qui, sous leur hypocrite manteau, ne fleurent trop souvent que la névrose et le poison, et foin, aussi, des purs latins. Je suis un celte. C'est pourquoi j'ai voulu faire un livre saint, qui fût à la fois gaulois, épique et rabelaisien, un livre où coula la sève, la vie, l'enthousiasme, et ce rire, ce grand rire joyeux qui devait secouer les tripes de nos pères, beuveurs très illustres ou goûteux très précieux. Aussi n'ai-je point craint l'expression crue, à condition qu'elle fût savoureuse, ni le geste leste, pourvu qu'il fût épique. J'ai voulu restituer un instant de ma vie d'enfant, de notre vie enthousiaste et brutale de vigoureux sauvageons, dans ce qu'elle eut de franc et d'héroïque, c'est-à-dire libéré des hypocrisies de la famille et de l'école. On conçoit qu'il eût été impossible pour un tel sujet de s'en tenir au seul vocabulaire de Racine. Le souci de la sincérité serait mon prétexte, si je voulais me faire pardonner les mots hardis et les expressions violemment colorées de mes héros. Mais personne n'est obligé de me lire. Et après cette préface et l'épigraphe de Rabelais adornant la couverture, je ne reconnais à nul caïman, laïque ou religieux, en mal de morale plus ou moins dégoûtante, le droit de se plaindre. Au demeurant, et c'est ma meilleure excuse, j'ai conçu ce livre dans la joie, je l'ai écrit avec volupté, il a amusé quelques amis et fait rire mon éditeur. J'ai le droit d'espérer qu'il plaira aux hommes de bonne volonté selon l'évangile de Jésus, et pour ce qui est du reste, comme dit Le Braque, un de mes héros, je m'en fous. Louis Pergaud. Livre premier. La guerre. La déclaration de guerre. Quant à la guerre, il est plaisant à considérer par combien vaines occasions elle est agitée et par combien légères occasions éteinte. Toute l'Asie se perdit et se consomma en guerre pour le maquerelage de Paris. Montaigne, livre second, chapitre 12. Attends-moi, grand gibus. Et là, Boulot, ses livres et ses cahiers sous le bras. Grouille-toi alors. J'ai pas le temps de coténer, moi. Y a du neuf? Ça se pourrait. Quoi? Viens toujours. Et Boulot, ayant rejoint les deux gibus, ses camarades de classe, tous trois continuèrent à marcher côte à côte dans la direction de la maison commune. C'était un matin d'octobre. Un ciel tourmenté de gros nuages gris limitait l'horizon aux collines prochaines et rendait la campagne mélancolique. Les pruniers étaient nus, les pommiers étaient jaunes, les feuilles de noyer tombaient en une sorte de vol plané, large et lent d'abord, qui s'accentuait d'un seul coup comme un plongeon d'épervier dès que l'angle de chute devenait moins obtus. L'air était humide et tiède. Des ondes de vent couraient par intervalles. Le ronflement monotone des batteuses donnait sa note sourde qui se prolongeait de temps à autre, quand la gerbe était dévorée, en une plainte lugubre comme un sanglot désespéré d'agonie ou un vagissement douloureux. L'été venait de finir et l'automne naissait. Il pouvait être 8 heures du matin, le soleil rôdait triste derrière les nues, et de l'angoisse,
une angoisse imprécise et vague, pesait sur le village et sur la campagne. Les travaux des champs étaient achevés, et un à un ou par petits groupes, depuis 2 ou 3 semaines, on voyait revenir à l'école les petits bergers à la peau tannée, bronzés de soleil, aux cheveux drus coupés ras à la tondeuse, la même qui servait pour les bœufs, aux pantalons de droguet ou de moulinet rapiécés, surchargés de patins aux genoux et au fond, mais propres, aux blouses de grisette neuves, raides, qui en déteignant leur faisaient les premiers jours, les manoirs, comme des pattes de crapaud, disait-il. Ce jour-là, ils traînaient le long des chemins, et leurs pas semblaient alourdis de toute la mélancolie du temps, de la saison et du paysage. Quelques-uns cependant, les grands, étaient déjà dans la cour de l'école et discutaient avec animation. Le père Simon, le maître, sa calotte en arrière et ses lunettes sur le front dominant les yeux, était installé devant la porte qui donnait sur la rue. Il surveillait l'entrée, gourmandait les traînards, et au fur et à mesure de leur arrivée, les petits garçons, soulevant leurs casquettes, passaient devant lui, traversaient le couloir et se répandaient dans la cour. Les 2 gibus du Vernois et Boulot, qui les avaient rejoints en cours de route, n'avaient pas l'air d'être imprégnés de cette mélancolie douce qui rendait trénassants les pas de leurs camarades. Ils avaient au moins 5 minutes d'avance sur les autres jours, et le père Simon, en les voyant arriver, tira précipitamment sa montre qu'il porta ensuite à son oreille pour s'assurer qu'elle marchait bien et qu'il n'avait point laissé passer l'heure réglementaire. Les 3 compères entrèrent vite, l'air préoccupé, et immédiatement gagnèrent derrière les cabinets le carré en retrait, abrité par la maison du père Gugu, Auguste, le voisin, où ils retrouvèrent la plupart des grands qui les y avaient précédés. Il y avait là le Braque, le chef, qu'on appelait encore le Grand Braque. Son premier lieutenant, Camus U ou Camus US, le fin grimpeur ainsi nommé parce qu'il n'avait pas son pareil pour dénicher les bouvreuils, et que, là-bas, les bouvreuils s'appellent des Camus. Il y avait Gambette de Sur la Côte, dont le père républicain de vieille souche, fils lui-même de 48 arts, avait défendu Gambetta aux heures pénibles. Il y avait la Crique qui savait tout, et Tintin, et Guignard, le bigle qui se tournait de côté pour vous voir de face, et Tétas, ou Tétard, au crâne massif. Bref, les plus forts du village qui discutaient une affaire sérieuse. L'arrivée des 2 gibus et de Boulot n'interrompit pas la discussion. Les nouveaux venus étaient apparemment au courant de l'affaire, une vieille affaire à coup sûr, et ils se mêlèrent immédiatement à la conversation en apportant des faits et des arguments capitaux. On se tut. L'aîné des gibus, qu'on appelait par contraction grand gibus, pour le distinguer de petit gibus ou petit gibus, son cadet, parla ainsi. Voilà. Quand nous sommes arrivés, mon frère et moi, au contour des Menlots, les Vellerans se sont dressés tout d'un coup près de la marnière à Jean-Baptiste. Ils se sont mis à gueuler comme des veaux, à nous foutre des pierres et à nous montrer des triques. Ils nous ont traités de cons, d'andouilles, de voleurs, de cochons, de pourris, de crevés, de merdeux, de couilles molles, de couilles molles, reprit le Braque le front plissé. Et qu'est-ce que tu leur y as dit là-dessus ? Là-dessus, on s'en sauvait, mon frère et moi, puisque nous n'étions pas en nombre, tandis qu'eux, ils étaient au moins tiennes, et qu'ils nous auraient sûrement foutu la pile. Ils vous ont traité de couilles molles ? Scanda le gros Camus, visiblement choqué, blessé et furieux de cette appellation qui les atteignait tous, car les 2 gibus, c'était sûr, n'avaient été attaqués et insultés que parce qu'ils appartenaient à la commune et à l'école de Longeverne. « Voilà, reprit Grand Gibus, je vous dis maintenant, moi, que si nous ne sommes pas des andouilles, des gens foutres et des lâches, on leur y fera voir,
si on en est des couilles molles. D'abord, qu'est-ce que c'est-il que ça, des couilles molles, fit Tintin. La Crique réfléchissait. Couilles molles. Des couilles, on sait bien ce que c'est, pardine, puisque tout le monde en a, même le Miro de Lysée, et qu'elle ressemble à des marrons sans bogue. Mais couilles molles. Couilles molles. Sûrement que ça veut dire qu'on n'aidait pas grand-chose, coupa Tigibus. Puisque hier soir, en rigolant avec Narcisse, notre meunier, je l'ai appelé couille molle comme ça pour voir, et mon père, que j'avais pas vu et qui passait justement sans rien me dire, m'a foutu aussitôt une paire de claques. Alors, l'argument était péremptoire, et chacun le sentit. Alors, bon Dieu, il n'y a pas à rebéiller plus longtemps, il n'y a qu'à se venger, na, conclut le braque. C'est-y votre idée, vous autres? Foutez le camp de là, hein, les chiens en lit, fit Boulot aux petits qui s'approchaient pour écouter. Ils approuvèrent le grand Lebrac à l'unanimité, comme on disait. À ce moment, le père Simon apparut dans l'encadrement de la porte pour frapper dans ses mains et donner ainsi le signal de l'entrée en classe. Tous, dès qu'ils le virent, se précipitèrent avec impétuosité vers les cabinets, car on remettait toujours à la dernière minute le soin de vaquer aux besoins hygiéniques, réglementaires et naturels. Et les conspirateurs se mirent en rang silencieusement, l'air indifférent, comme si rien ne s'était passé et qu'ils n'eussent pris, l'instant d'avant, une grande et terrible décision. Cela ne marcha pas très bien en classe, ce matin-là, et le maître dut crier fort pour contraindre ses élèves à l'attention. Non qu'ils fissent du potin, mais ils semblaient tous perdus dans un nuage et restaient absolument réfractaires à saisir l'intérêt que peut avoir, pour de jeunes Français républicains, l'historique du système métrique. La définition du maître, en particulier, leur paraissait horriblement compliquée. 10 millionième partie du quart de la moitié du... Ah, merde! Pensait le grand Lebrac. Et se penchant vers son voisin et ami Tintin, il lui glissa confidentiellement « Eureka !» Le grand Lebrac voulait sans doute dire « Eureka !» Il avait vaguement entendu parler d'Archimède, qui s'était battu au temps jadis avec des lentilles. La Crique lui avait laborieusement expliqué qu'il ne s'agissait pas de légumes, car Lebrac, à la rigueur, comprenait bien qu'on pût se battre avec des pois qu'on lance dans un fer de porte-plume creux, mais pas avec des lentilles. Et puis, disait-il, ça ne vaut pas les trognons de pommes, ni les croûtes de pain. Et qu'il lui avait dit que c'était un savant célèbre qui faisait des problèmes sur des capotes de cabriolet, et ce dernier trait l'avait pénétré d'admiration pour un bougre pareil, lui qui était aussi réfractaire aux beautés de la mathématique qu'aux règles de l'orthographe. D'autres qualités que celle-là l'avaient depuis 1 an désigné comme chef incontesté des Longevernes. Têtu comme une mule, malin comme un singe, vif comme un lièvre, il n'avait surtout pas son pareil pour casser un carreau à 20 pas, quel que fût le mode de projection du caillou, à la main, à la fronde à ficelle, au bâton refendu, à la fronde à lastique. Il était, dans les corps à corps, un adversaire terrible. Il avait déjà joué des tours pendables au curé, au maître d'école et au garde champêtre. Il fabriquait des kisses merveilleuses avec des branches de sureau grosses comme sa cuisse. Des kisses qui vous giclaient l'eau à 15 pas, mon ami. Oui, parfaitement. Et des tops qui pétaient comme des pistolets et qu'on ne retrouvait plus les balles d'étoupe. Aux billes, c'était lui qui avait le plus de pouces. Il savait pointer et rouleter comme pas un. Quand on jouait au pot, il vous foutait les snogs sur les oncettes à vous faire pleurer, et avec ça, sans morgue aucune, ni affectation. Il redonnait de temps à autre à ses partenaires malheureux quelques-unes des billes qu'il leur avait gagnées, ce qui lui valait une réputation de grande générosité. À l'interjection de son chef et camarade, Tintin joignit les oreilles, ou plutôt les fit bouger comme un chat qui médite un sale coup, et devint rouge d'émotion. «
pensa-t-il. Ça y est, j'en étais bien sûr que ce sacré Lebraque trouverait le joint pour leur y faire. Et il demeura noyé dans un rêve, perdu dans des mondes de suppositions, insensible aux travaux de Delambre, de Méchain, des machins chouettes ou d'autres, aux mesures prises sous diverses latitudes, longitudes ou altitudes. Ah, ouais, que ça lui était bien égal et qu'il s'en foutait. Mais qu'est-ce qu'ils allaient prendre, les Vellerans? Ce que fut le devoir d'application qui suivit cette première leçon, on l'apprendra plus tard. Qu'il suffise de savoir que les gaillards avaient tous une méthode personnelle pour rouvrir, sans qu'il y parût, le livre fermé par ordre supérieur et se mettre à couvert contre les défaillances de mémoire. N'empêche que le père Simon était dans une belle rage le lundi suivant. Mais n'anticipons pas. Quand 11 heures sonnèrent à la tour du vieux clocher paroissial, ils attendirent impatiemment le signal de sortie, car tous étaient déjà prévenus, on ne sait comment, par infiltration, par radiation, ou d'une toute autre manière, que Lebraque avait trouvé quelque chose. Il y eut, comme d'habitude, quelques bonnes bousculades dans le couloir, des bérets échangés, des sabots perdus, des coups de poing sournois, mais l'intervention magistrale fit tout rentrer dans l'ordre et la sortie s'opéra quand même normalement. Sitôt que le maître fut rentré dans sa boîte, les camarades fondirent tous sur Lebraque comme une volée de moineaux sur un crottin frais. Il y avait là, avec les soldats ordinaires et le menu fretin, les 10 principaux guerriers de Longeverne, avides de se repaître de la parole du chef. Lebraque exposa son plan, qui était simple et hardi. Ensuite, il demanda quels seraient les ceux qui l'accompagneraient le soir venu. Tous briguèrent cet honneur, mais 4 suffisaient, et on décida que Camus, Lacrique, Tintin et Grand Gibus seraient de l'expédition. Gambette, habitant sur la côte, ne pouvait s'attarder si longtemps, Guignard n'y voyait pas très clair la nuit, et Boulot n'était pas tout à fait aussi leste que les 4 autres. Là-dessus, on se sépara. Au soir, sur le coup de l'Angélus, les 5 guerriers se retrouvèrent. « As-tu la craie ?» fit Lebraque à Lacrique, qui s'était chargé, vu sa position près du tableau, d'en subtiliser 2 ou 3 morceaux dans la boîte du père Simon. Lacrique avait bien fait les choses. Il en avait chippé 5 bouts, de grands bouts, il en garda un pour lui et en remit un autre à chacun de ses frères d'armes. De cette façon, s'il arrivait à l'un d'eux de perdre en route son morceau, les autres pourraient facilement y remédier. « Alors, filons !» fit Camus. Par la grande rue du village d'abord, puis par le trage des cheminées rejoignant au Gros Tilleul la route de Velleran, ce fut un instant une sabotée sonore dans la nuit. Les 5 gars marchaient à toute allure à l'ennemi. Il y en a pour une petite demi-heure à pied, avait dit Lebraque. On peut donc y aller dedans un quart d'heure et être rentré bien avant la fin de la veillée. La galopade se perdit dans le noir et dans le silence. Pendant la moitié du trajet, la petite troupe n'abandonna pas le chemin ferré où l'on pouvait courir, mais dès qu'elle fut en territoire ennemi, les 5 conspirateurs prirent les bas-côtés et marchèrent sur les banquettes que leur vieil ami le père Bréda, le cantonnier, entretenait, disait les mauvaises langues, chaque fois qu'il lui tombait un œil. Quand ils furent tout près de Velleran, que les lumières devinrent plus nettes derrière les vitres et les aboiements des chiens plus menaçants, ils firent halte. « Ôtons nos sabots, conseilla Lebraque, et cachons-les derrière ce mur. » Les 4 guerriers et le chef se déchaussèrent et mirent leurs bas dans leurs chaussures, puis ils s'assurèrent qu'ils n'avaient pas perdu leur morceau de craie et, l'un derrière l'autre, le chef en tête, la pupille dilatée, l'oreille tendue, le nez frémissant, ils s'engagèrent sur le sentier de la guerre pour gagner le plus directement possible l'église du village ennemi, but de leur entreprise nocturne. Attentifs au moindre bruit, s'aplatissant au fond des fossés, se collant au mur ou se noyant dans l'obscurité des haies, ils se glissaient, ils s'avançaient comme des ombres,
craignant seulement l'apparition insolite d'une lanterne portée par un indigène se rendant à la veillée, ou la présence d'un voyageur attardé menant boire son carcan. Mais rien ne les ennuya que l'abois du chien de Jean Déguet, un salopio qui gueulait continuellement. Enfin, ils parvinrent sur la place du Moutier et ils s'avancèrent sous les cloches. Tout était désert et silencieux. Le chef resta seul pendant que les 4 autres revenaient en arrière pour faire le guet. Alors, prenant son bout de craie au fond de sa profonde, haussé sur ses orteils aussi haut que possible, le braque inscrivit sur le lourd panneau de chêne culotté et noirci qui fermait le Saint-Lieu cette inscription lapidaire qui devait faire scandale le lendemain, à l'heure de la messe, beaucoup plus par sa crudité héroïque et provocante que par son orthographe fantaisiste. Tous les Vellerans sont des peignes-culs. Et quand il se fut, pour ainsi dire, collé les quinquets sur le bois pour voir si ça avait bien marqué, il revint près des 4 complices aux écoutes et à voix basse et joyeusement leur dit « Filons !» Carrément cette fois, ils s'engagèrent de front sur le milieu du chemin et repartirent sans faire de bruit inutile à l'endroit où ils avaient abandonné leurs sabots et leurs bas. Mais sitôt rechaussés, dédaigneux tout à fait d'inutiles précautions, frappant le sol à plein sabot, ils regagnèrent Longeverne et leurs domiciles respectifs en attendant avec confiance l'effet de leur déclaration de guerre. Tension diplomatique. Les ambassadeurs des 2 puissances ont échangé des vues au sujet de la question du Maroc. Les journaux. Été 1911. Quand le second eut sonné au clocher du village, une demi-heure avant le dernier coup de cloche annonçant la messe du dimanche, le grand Lebrac, vêtu de sa veste de drap taillée dans la vieille anglaise de son grand-père, culotté d'un pantalon de droguet neuf, chaussé de brodequins ternis par une épaisse couche de graisse, et coiffé d'une casquette à poil, le grand Lebrac, dis-je, vint s'appuyer contre le mur du lavoir communal et attendit ses troupes pour les mettre au courant de la situation et les informer du plein succès de l'entreprise. Là-bas, devant la porte de Fricot l'aubergiste, quelques hommes, le brûle-gueule aux dents, se préparaient à aller piquer une larme avant d'entrer à l'église. Camus arriva bientôt avec son pantalon limé au jarret et sa cravate rouge comme une gorge de bouvreuil. Ils se sourirent, puis vinrent les 2 gibus, l'air flaireur, puis Gambette, qui n'était pas encore au courant, et Guignard et Boulot, la crique Gorias, Bombay, Tétas et tout le contingent au grand complet des combattants de Longeverne, en tout une 40aine. Les 5 héros de la veille recommencèrent au moins 10 fois chacun le récit de leur expédition, et la bouche humide et les yeux brillants, les camarades buvaient leurs paroles, mimaient les gestes et applaudissaient à chaque coup frénétiquement. Ensuite, de quoi, le Braque résuma la situation en ces termes. Comme ça, ils verront si on est des couilles molles. Alors, sûrement cet après-midi, ils viendront se retraîner par les buissons de la Saute, histoire de chercher rogne. On y sera tous pour les recevoir, un peu. Faudra prendre tous les lance-pierres et toutes les frondes. Pas besoin de s'embarrasser des triques, on veut pas scolter. Avec les habits du dimanche, il faut faire attention à ne pas trop salir, parce que on se ferait baigner en rentrant. Seulement, on leur dira 2 mots. Le 3e coup de cloche, le dernier, sonnant à toute volée, les mit en branle et les ramena lentement à leur place accoutumée dans les petits bancs de la chapelle de Saint-Joseph,
symétrique à celle de la Vierge où s'installaient les gamines. « Foutre !» fit Camus en arrivant sous les cloches. « Et moi que je dois servir la messe aujourd'hui. Je vais me faire engueuler par le noir. » Et sans prendre le temps de plonger sa main dans le grand bénitier de pierre où les camarades gavouillaient en passant, il traversa la nef en filant, tel un zèbre, pour aller endosser son surplis de turiféraire ou d'acolyte. Quant à l'asperges me, il passa entre les bancs portant son baquet d'eau bénite où le curé faisait trempette avec son goupillon. Il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil sur ses frères d'armes. Il vit le braque montrant à Boulot une image que lui avait donnée la sœur de Tintin, une fleur de tulipe ou de géranium, à moins que ce ne fût une pensée, soulignée du mot « souvenir », et il clignait de l'œil d'un air don juanesque. Alors, Camus songea lui aussi à la Tavie, sa bonne amie, à qui il avait offert dernièrement un pain d'épices, de 2 sous s'il vous plaît, qu'il avait acheté à la foire de Versailles. Un joli pain d'épices en cœur, saupoudré de bons bonnets rouges, bleus et jaunes, orné d'une devise qui lui avait semblé tout à fait très bien. « Je mets mon cœur à vos genoux, acceptez-le, il est à vous. » Il la chercha de l'œil dans les rangs des petites filles et vit qu'elle le regardait. La gravité de son office lui interdisait le sourire, mais il eut un choc au cœur et légèrement rougissant se redressa, le bidon d'eau bénite à son poignet raidi. Ce mouvement n'échappa point à la crique qui confia à Tintin « Et regarde donc Camus, s'il se rebraque, on voit bien que là t'as vu leur Luc. » Et Camus en lui-même pensait « Maintenant que c'est l'école, on va se revoir plus souvent. » Oui. Mais la guerre était déclarée. À la sortie de l'office de Vêpres, le grand Lebraque réunit toutes ses troupes et parla en chef. « Allez mettre vos blousons, prenez un chanteau de pain et rappliquez au bas de la saute à la carrière à Pépiot. » Ils s'écampillèrent comme une volée de moineaux, et 5 minutes après, l'un courant derrière l'autre le quignon de pain aux dents, se rejoignirent à l'endroit désigné par le général. « Faudra pas dépasser le tournant du chemin, » recommanda Lebraque, conscient de son rôle et soucieux de sa troupe. « Alors tu crois qu'ils vont venir ? Autrement ce serait rien foireux de leur part. » Et il ajouta, pour expliquer son ordre, « Il y en a qui sont lestes, vous savez, les culs lourds. T'entends, Boulot, hein ? S'agit pas de se faire chipper. Prenez des godons de dans vos poches, à ceux qu'ont des fronts d'élastique. Donnez-y les beaux cailloux et attention de ne pas les perdre. On va monter jusqu'au gros buisson. » Le communal de la Saute, qui s'étend du bois de Terré au nord-est au bois de Velleran au sud-ouest, est un grand rectangle en remblai, long de 1500 mètres environ et large de 800. Les lisières des 2 forêts sont les 2 petits côtés du rectangle. Un mur de pierre doublé d'une haie, protégée elle-même par un épais rempart de buissons, le borne en bas vers les champs de la faim. Au-dessus, la limite assez indécise est marquée par des carrières abandonnées, perdues dans une bande de bois non classés, avec des massifs de noisetiers et de coudriers formant un épais taillis que l'on ne coupe jamais. D'ailleurs, tout le communal est couvert de buissons, de massifs, de bosquets, d'arbres isolés ou groupés qui font de ce terrain un idéal champ de bataille. Un chemin ferré venant du village de Longeverne gravit lentement, en semi-diagonale, le rectangle, puis, à 50 mètres de la lisière du bois de Velleran, fait un contour aigu pour permettre aux voitures chargées d'atteindre, sans trop de peine, le sommet du Créteau. Un grand massif, avec des chênes, des épines, des pruneliers, des noisetiers, des coudriers, emplit la boucle du contour, on l'appelle le gros buisson. Des carrières à ciel ouvert exploitées par Pépiot le bancal, l'augu du moulin, qui s'intitule entrepreneur après boire, et quelquefois par
Abel le rat borde le chemin vers le bas. Pour les gosses, elle constitue uniquement d'excellents et inépuisables magasins d'approvisionnement. C'était sur ce terrain fatal, à égale distance des deux villages, que depuis des années et des années, les générations de Longeverne et de Velleran s'étaient copieusement rossées, fustigées et lapidées, car tous les automnes et tous les hivers, ça recommençait. Les Longeverne s'avançaient habituellement jusqu'au contour, gardant la boucle du chemin, bien que l'autre côté appartint encore à leur commune et le bois de Velleran aussi, mais comme ce bois était tout près du village ennemi, il servait aux adversaires, de camps retranchés, de champs de retraite et d'abri sûr en cas de poursuite, ce qui faisait rager le Braque. On a toujours l'air d'être envahi, nom de Dieu. Or, il n'y avait pas 5 minutes qu'on avait fini son pain, que Camus le grimpeur, posté en vigie dans les branches du grand chêne, signalait des remuements suspects à la lisière ennemie. « Quand je vous le disais, constata le Braque, qu'allez-vous, hein, qu'il croit que je suis tout seul. Je m'en vais aller ouxer. Attrape. Et si des fois il se lançait pour me prendre, hop !» Et le Braque, sortant de son couvert d'épines, la conversation diplomatique suivante s'engagea dans les formes habituelles. Que le lecteur ici, ou la lectrice, veuille bien me permettre une incidente et un conseil. Le souci de la vérité historique m'oblige à employer un langage qui n'est pas précisément celui des cours ni des salons. Je n'éprouve aucune honte ni aucun scrupule à le restituer, l'exemple de Rabelais, mon maître, m'y autorisant. Toutefois, messieurs Fallières ou Béranger ne pouvant être comparés à François Ier, ni moi à mon illustre modèle, les temps d'ailleurs étant changés, je conseille, aux oreilles délicates et aux âmes sensibles, de sauter 5 ou 6 pages, et j'en reviens à le Braque. Montre-toi donc, grand fendu, cul-d'eau, feignant, pourri. Si t'es pas un lâche, montre-la ta sale gueule de peigne-cul, va. Grand crevure, approche un peu, toi aussi, pour voir, répliqua l'ennemi. C'est la steak des guets, fit Camus, mais je vois encore tout gueule et bancal et tati et migue la lune. Ils sont une chier. Ce petit renseignement entendu, le grand Lebraque continua. C'est toi, merdeux, qu'a traité les Longevernes de couilles molles. Je te l'ai t'y fait voir, moi, si on en a des couilles molles. Il n'y a fallu tous vos pantais pour effacer ce que j'ai marqué à la porte de votre église. C'est pas des foireux comme vous qu'on aurait osé faire autant. Approche donc un peu, puisque t'es si malin, grand gueulard, t'as de la gueule, et les gigues pour t'en sauver. Fais seulement la moitié du chemin, pâtier. C'est pas parce que ton père têtait les couilles des vaches sur les champs de foire que t'es devenu riche. Et toi donc, ton bacule, où que vous restez est tout crevé d'hypothèque. Hypothèque toi-même, traîne besace. Quand c'est-il que tu vas reprendre le fusil de toile de ton grand-père pour aller assommer les portes à coups de pater? C'est pas chez nous comme à Longeverne, où que les poules crèvent de faim en pleine moisson. Tant qu'à Velleran, c'est les poux qui crèvent sur vos caboches, mais on sait pas si c'est de faim ou de poison. Vellerie, pourri, traîne la mûrie, à vos lévis, wouh! Fit derrière son chef le cœur des guerriers Longeverne, incapable de se dissimuler et de contenir plus longtemps son enthousiasme et sa colère. L'Aztèque des guerres riposta. Longeverne, pique-merde, tate-merde, monté sur 4 pieux, les diables te tirent à 2. Et le cœur des Velleran applaudit à son tour frénétiquement le général par des « ouh » prolongés et euphoriques. Des bordées d'insultes furent jetées de part et d'autre en rafales et en trombes, puis les deux chefs, également surexcités après s'être lancés les injures classiques et modernes, enfonceurs de portes ouvertes, étrangleurs de chats par la queue, etc., revenant au mode antique, se flanquèrent à la face avec toute la déloyauté coutumière les accusations les plus abracadabrantes et les plus ignobles de leur répertoire. T'en souviens-tu quand ta mère pissait dans le rata pour te faire de la sauce? Et toi, quand elle demandait les sacs au châtre de taureau pour te les faire bouffer en salade? Rappelle-toi donc,
Le jour où ton père disait qu'il aurait plus d'avantage à élever un veau qu'un peu merle comme toi, et toi, quand ta mère disait qu'elle aimerait mieux faire téter une vache que ta sœur, parce que ce serait au moins pas une putain qu'elle élèverait. Ma sœur, ripostait l'autre, qui n'en avait pas, elle bat le beurre. Quand elle battra la merde, tu viendras lécher le bâton? Ou bien, elle est pavée d'ardoise pour que les petits crapauds comme toi n'y puissent pas grimper? Attention, prévint Camus. V'là le tout gueule qui lance des pierres avec sa fronde. Un caillou en effet siffla en l'air au-dessus des têtes, auxquels des ricanements répondirent, et des grêles de projectiles rayèrent bientôt le ciel de part et d'autre, cependant que le flot écumeux et sans cesse grossissant d'injures salaces continuait de fluctuer du gros buisson à la lisière. Le répertoire des uns comme des autres était aussi abondant que richement choisi. Mais c'était dimanche. Les deux parties étaient vêtues de leurs beaux affutiaux, et nul, pas plus les chefs que les soldats, ne se souciait d'en compromettre l'ordonnance dans des corps à corps dangereux. Ainsi, toute la lutte se borna-t-elle ce jour-là à cet échange de vues, si l'on peut dire, et à ce duel d'artillerie qui ne fit d'ailleurs aucune victime sérieuse, pas plus d'un côté que de l'autre. Quand le premier coup de la prière sonna à l'église de Velleran, l'Aztèque des Guets donna à son armée le signal du retour, non sans avoir lancé aux ennemis avec une dernière injure et un dernier caillou cette suprême provocation. « C'est demain qu'on vous y retrouvera, les couilles molles de Longeverne. Tu fous le camp, lâche, railla le braque. Attends un peu, ouais, attends à demain, tu verras ce qu'on vous passera à ta cul. » Et une dernière bordée de cailloux salua la rentrée des Velleran dans la tranchée du milieu qu'ils suivaient pour le retour. Les Longevernes, dont l'horloge communale retardait ou dont l'heure de la prière était peut-être reculée, profitèrent de la disparition des ennemis et prirent pour le lendemain leur disposition de combat. Tintin eut une idée de génie. « Il faudra, dit-il, se caler 5 ou 6 dans ce buisson-là avant qu'il n'arrive, et ne bouger ni pied ni patte, et le premier qui passera pas trop loin lui tomber sur le rab et s'en sauver avec. » Le chef d'embuscade, immédiatement approuvé, choisit parmi les plus lestes les 5 qui l'accompagneraient, pendant que les autres mèneraient l'attaque de front, et tous rentrèrent au village, l'âme bouillonnante d'ardeur guerrière et assoiffée de représailles. Une grande journée. Waewictis, un vieux chef gaulois aux Romains. Ce lundi matin, en classe, cela tourna mal, plus mal encore que le samedi. Camus, sommé par le père Simon de répéter en leçon d'instruction civique ce qu'on lui avait seriné l'avant-veille sur le citoyen, s'attira des invectives dépourvues d'aménité. Rien ne voulait sortir de ses lèvres, toute sa face exprimait un travail de gésine intellectuel horriblement douloureux. Il lui semblait que son cerveau était muré. « Citoyen, citoyen, pensaient les autres moins ahuris, qu'est-ce que ça peut bien être que cette saloperie-là ?»« Moi, monsieur !» fit la crique en faisant claquer son index et son médius contre son pouce. « Non, pas vous !» Et s'adressant à Camus, debout, la tête branlante, les yeux éperdus. « Alors, vous ne savez pas ce que c'est qu'un citoyen ? Je vais vous coller à tous 1 heure de retenue pour ce soir. » Des frissons froids coururent le long des échines. « Enfin, vous ! Êtes-vous un citoyen ?» fit le maître d'école qui voulait absolument avoir une réponse. « Oui, monsieur. » répondit Camus, se souvenant qu'il avait assisté avec son père à une réunion électorale où monsieur le marquis, le député, devait offrir un verre à ses électeurs et leur serrer la main, même qu'il avait dit au père Camus « C'est votre fils, ce citoyen-là ? Il a l'air intelligent. »« Vous êtes citoyen, vous ?» ragea l'autre, cramoisi de colère. « Eh bien oui, il est joli le citoyen, vous m'en faites un propre de citoyen. »« Non, monsieur, reprit Camus, qui, après tout, ne tenait pas à ce titre. « Alors, pourquoi n'êtes-vous pas citoyen ?»« Dis-y, marmonna entre ses dents la crique, agacée, que c'est parce que t'as pas encore de poil au cul. »« Qu'est-ce que vous dites, la crique ? Je
Je dis que quoi? C'est parce qu'il est trop jeune? Ah, eh bien, maintenant, y êtes-vous? On y était. La réponse de la crique fait l'effet d'une rosée bienfaisante sur le champ desséché de leur mémoire. Des lambeaux de phrases, des morceaux de qualité, des débris de citoyens se réajustèrent, se replâtrèrent petit à petit, et Camus, lui-même, moins ahuri, toute sa personne remerciant véhémentement la crique, le sauveur, contribua à recamper le citoyen. Enfin, c'était toujours ça de passé. Mais, quand on en vint à la correction du devoir de système métrique, cela ne fut pas drôle du tout. Préoccupés comme ils l'étaient l'avant-veille, ils avaient oublié, en copiant, de changer des mots et de faire le nombre de fautes d'orthographe qui correspondait à peu près à leurs forces respectives en la matière, forces mathématiquement dosées par des dictées bi-hebdomadaires. Par contre, ils avaient sauté des mots, mis des majuscules où il n'en fallait pas, et ponctué en dépit de tout sens. La copie de Lebrac, surtout, était lamentable, et se ressentait visiblement de ses graves soucis de chef. Aussi fut-ce lui qui fut amené au tableau par le père Simon, cramoisi de colère, les yeux luisants derrière ses lunettes comme des prunelles de chat dans la nuit. Comme tous ses camarades d'ailleurs, Lebrac était convaincu d'avoir copié. Évidemment, ça ne faisait de doute pour personne, inutile de répliquer, mais on voulait savoir au moins s'il avait su tirer quelques fruits de cet exercice banni en principe des méthodes de la pédagogie moderne. Qu'est-ce que le maître, Lebrac? Qu'est-ce que le système métrique? Comment a-t-on obtenu la longueur du mètre? Trop éloigné de la crique, Lebrac, les oreilles à l'affût, le front effroyablement plissé, suait, sang et eau, pour se rappeler quelques vagues notions ayant trait à la matière. Enfin, il se remémora vaguement, très vaguement, deux noms propres cités, Delambre et la Condamine, mesureur célèbre de morceaux de méridien. Malheureusement, dans son esprit, Delambre s'associait aux pipes en écume qui flambaient derrière la vitrine de Léon le buraliste. Aussi hasarda-t-il avec tout le doute qui convenait en si grave occurrence. C'est l'écume et le con? Le con? Hein? Qui? Quoi donc? Fit le père Simon au paroxysme de la colère. Voilà que vous insultez les savants maintenant. Vous en avez un de toupet, par exemple, et un joli répertoire, ma foi. Mes compliments, mon ami. Et vous savez, ajouta-t-il pour assommer le malheureux, vous savez que votre père m'a recommandé de vous soigner. Il paraît que vous n'en fichez pas la secousse à la maison, toujours sur les quatre chemins, à faire le galvaudeux, la guape, le voyou, au lieu de songer à vous décrasser le cerveau. Eh bien, mon ami, si vous ne me répétez pas à 11 heures tout ce que nous allons redire pour vous et pour vos camarades qui ne valent guère mieux que vous, je vous préviens, moi, que pour commencer, je vous foutrai en retenue de 4 à 6 tous les soirs, jusqu'à ce que ça marche. Voilà. Le tonnerre de Zeus tombant sur l'assemblée n'eut pas provoqué stupeur plus profonde. Tous restaient écrasés par cette épouvantable menace. Aussi, Lebrac et les autres, du plus grand au plus petit, écoutèrent-ils, ce jour-là, avec une attention concentrée, les paroles du maître, exposant rageusement les abus des anciens systèmes de poids et mesure et la nécessité d'un système unique. Et s'ils n'approuvèrent point en leur fort intérieur la mesure du méridien de Dunkerque à Barcelone, s'ils se réjouirent des ennuis de Delambre et des emmerdes bêtement de Méchain, ils en retinrent avec soin les incidents et péripéties pour leur gouvernement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.